À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso célèbre les casques bleus à l'occasion de la journée internationale dédiée aux forces de maintien de paix et de l'Organisation des Nations Unies. La grande contribution du pays a été rappelée. Environ 2300 hommes déployés sur plusieurs fronts pour protéger la population civile et encore servir de force d'interposition. L'ambiance de la célébration à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, période de canicule, période difficile pour la Sonabel, et particulièrement cette année. Des turbines hydrauliques à l'arrêt dans les barrages de Bagré et de la Kampienga, des pannes à répétition sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Conséquence, les grandes villes plongées fréquemment dans le noir. Comment expliquer cette situation et quelle est la solution appropriée à apporter? On en parle avec le directeur général de la Sonabel, l'invité de ce journal. Ramadan et période de carême musulman. Et difficile d'imaginer le Ramadan à Ouagadougou sans les fameuses galettes et la bouillie. Une période bénie pour les vendeuses de galettes. Les chiffres d'affaires sont à la hausse. Ramadan, une période qu'attendent avec impatience ces petits commerçants, comme vous le verrez dans cette édition. Et puis en Libye, les protagonistes dans la crise qui secoue ce pays viennent de convenir d'élections législatives et présidentielles pour le 10 décembre prochain. Les 4 responsables libyens réunis en effet à Paris se sont engagés à travailler pour la tenue effective de ces consultations électorales. Une étape clé pour la réconciliation dans ce pays, plongé dans le chaos depuis 7 ans. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Les forces armées burkinabès se joignent à la communauté internationale pour célébrer les casques bleus. Une occasion pour rendre hommage à ces hommes et femmes déployés sur le terrain pour les missions de paix et de sécurité des Nations Unies à travers le monde. L'ambiance de la célébration à Ouagadougou avec Vincent Ndrebego. C'est une cérémonie vraiment sobre, mais empreinte de solennité dans un protocole militaire. Les forces armées nationales burkinabès se joignent à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale des casques bleus. La cérémonie connaît la présence du secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants et de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire. À ce service et à ce sacrifice, le Burkina Faso, depuis une vingtaine d'années, y participe. Vous vous souviendrez certainement de nos détachements, nos premiers contingents qui sont partis depuis le temps de la mission au Burundi jusqu'à actuellement la mission de l'amunissement que nous avons au Mali. Et nous avons régulièrement contribué avec au moins 2 bataillons. Si la situation nationale s'améliore, on va continuer à les envoyer. Occasion également de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le terrain. Et le chef d'état-major général des armées mentionne aussi ceux qui sont en mission de sécurisation du territoire national à l'intérieur du pays. La même manière que les soldats qui sont au Mali participent à la paix dans la sous-région, la même manière que le rideau national contribue et facilite aussi leur mission, même si les conditions ne sont pas les mêmes. À ce jour, plus de 2300 Burkinabés sont déployés sur les théâtres des opérations, faisant du Burkina Faso le 7e pays pourvoyeur de troupes aux opérations des Nations Unies à travers le monde. L'UEMOA s'attaque aux tracasseries routières sur les axes de l'espace communautaire. Si ce ne sont pas des perceptions illicites, c'est carrément des retards inexpliqués sur les routes des corridors de l'UEMOA. Le rapport de l'Observatoire des pratiques anormales de l'année 2017 est catégorique. Les consommateurs payent pour ces pratiques à bannir. Explication, Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. Bamako Ouagadougou via Erimakono. Un transporteur aura déboursé en moyenne en 2017 63 000 francs de frais illicites hors frontière et 22 000 francs de frais illicites à la frontière. Le 31e rapport 2017 de l'Observatoire des pratiques anormales présenté ici est sans appel. Malgré la sensibilisation et les répressions, les tracasseries routières sur les routes des corridors des pays membres de l'UEMOA ont la peau dure. Perte de gains et perte de temps aussi. Pour un trajet Tema-Ouagadougou, chaque transporteur perd en moyenne 3 heures. Et ce sont les consommateurs qui payent pour ces pratiques anormales. En ce qui concerne les perceptions illicites, nous voyons quelquefois le prix de transport
qui est multiplié par 10 parfois à cause des perceptions. Vous avez aussi le fait que sur un 100 km, alors qu'il faut en moyenne 4 ou 5 contrôles, des fois dans certains pays, dans certains espaces, sur certains corridors, vous pouvez en avoir une vingtaine. Cela retarde, n'est-ce pas, le transport. Et quand ça retarde, ce sont des coûts. Selon le rapport, la plupart des perceptions sont opérées par la douane, la police et la gendarmerie sur toutes les routes des corridors des pays membres de l'UEMOA. Et le ministre des Transports en appelle à leur sens élevé de responsabilité. Ce que j'attends, c'est que nous puissions nous regarder en face et faire en sorte que nous puissions nous engager dans un changement qui puisse nous permettre d'être un pays de transit. Il ne faut pas que les contrôles abusifs, il ne faut pas que la corruption soient des éléments qui nous empêchent de servir nos populations avec des marchandises qui arrivent au bon moment et des marchandises qui arrivent à bon prix. Ce rapport sera présenté à tous les pays membres de l'UEMOA. Il recommande par ailleurs, pour la facilitation des transports, l'amélioration de l'état des infrastructures de transport, le développement des services de transport et de logistique de qualité, ainsi que l'allègement des procédures administratives jugées trop lentes et trop lourdes. On le sait déjà, la gouvernance des ressources minières au Burkina Faso connaît des difficultés. Manque de contrôle et de dialogue interministériel, manque de personnel pour encadrer les opérateurs sur le terrain. Et face aux députés ce mardi, des panélistes se sont voulus explicites sur les problèmes que rencontre ce secteur florissant dans le pays. Vincent Tiendrebego. La gouvernance des ressources minières au cœur du débat. Face aux députés, des spécialistes relèvent un certain nombre de problèmes qui minent l'activité minière au Burkina Faso. Des difficultés au nombre desquelles le manque de contrôle et de dialogue interministériel, mais aussi manque de personnel pour encadrer les opérateurs sur le terrain. La mise en œuvre pose problème tant au niveau institutionnel qu'au niveau légal. Au niveau institutionnel, le ministère ne dispose pas de personnel qualifié en quantité pour assurer le suivi et le contrôle du secteur minier. Donc, il ne dispose pas également du matériel nécessaire à ce suivi et à ce contrôle. Donc, c'est pour cela que nous recommandons que l'on puisse donner des moyens au ministère des Mines pour cela et que les autres ministères qui sont impliqués dans le secteur minier, il y ait une concertation, une collaboration et une coopération entre les différents secteurs ministériels concernés pour assurer donc la gestion du secteur minier. Nous avons un code minier qui est bien et qui demande à être appliqué. L'activité minière au Burkina Faso connaît un certain dynamisme avec une douzaine de sites industriels et quelques 600 sites traditionnels. Pour une meilleure gouvernance, les panélistes font des recommandations parmi lesquelles l'élaboration et la mise en place d'outils de gestion du secteur et le développement des compétences au sein de l'administration publique. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées a rencontré ce mardi à Bobo-Dioulasso les orpailleurs et les élus locaux de la région des Hauts-Bassins. Avec au menu des échanges les missions et stratégies de l'agence, cette rencontre visait à recadrer l'activité d'orpaillage pour une meilleure contribution à l'économie nationale. Il va donc s'agir pour les responsables de l'agence de se faire connaître davantage des acteurs plus proches de l'activité et de collecter leurs préoccupations pour un orpaillage plus rentable à tous. Ahadi Sandamba, sur place à Bobo pour les détails. Avec 438 sites artisanaux et 10 sites semi-mécanisés pour une contribution de plus de 232 milliards de francs CFA à l'économie nationale en 2016, l'orpaillage est le deuxième pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Mais force est de reconnaître que c'est une activité qui ne contribue pas assez au développement des populations riveraines, d'où la difficile cohabitation entre ces dernières et les exploitants. C'est pourquoi l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées a vu le jour. Objectif, poser les bases d'une exploitation plus rationnelle et surtout profitable à tous. En fait, la démarche a été créée en novembre 2015. Mais il faut dire que depuis donc, la
la liquidation donc, du CVMP, le comptoir burkinabé de métaux précieux en 2006, l'État était absent au niveau de l'encadrement des artisans miniers. On attend vraiment l'adhésion donc, des artisans miniers pour qu'ils puissent comprendre que en fait, la démarche n'a pas été créée pour concurrencer ceux qui sont déjà sur le terrain, mais pour les accompagner. Pour que en fait, nous puissions avoir donc, une exploitation artisanale respectueuse de l'environnement et qui puisse contribuer véritablement donc, à l'économie nationale, mais tout en préservant donc, nos richesses, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan environnemental, qu'effectivement on puisse travailler vraiment dans un environnement plus sain, plus sécurisé. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, artisans miniers et élus locaux des Hauts-Bassins vont donc s'imprégner des missions et stratégies de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées. Et c'est le lieu également pour eux d'échanger autour des préoccupations de chaque acteur proche de l'activité. On en vient à la page entretien de ce journal. Le directeur général de la Sonabel est notre invité. Période de canicule, période difficile pour la Sonabel et particulièrement cette année, des turbines hydroélectriques à l'arrêt dans les barrages de Bagré et de la Compiègne, des pannes à répétition sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Conséquence, les grandes villes plongées fréquemment dans le noir. Monsieur François de Sales-Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur ces délestages récurrents. On a connu des délestages, mais cette année, on a l'impression d'avoir touché le fond. Est-ce que c'est aussi votre avis? Bon, c'est vrai effectivement que depuis le début du mois de mai, nous avons enregistré en tout cas un délestage très profond. Et si vous vous rappelez, en début de la saison chaude, nous avions communiqué sur la situation de l'offre de l'électricité par rapport à la demande et nous avions annoncé un déficit de 50 MW avec des mesures à mettre en œuvre pour pouvoir mieux gérer cette situation. Et c'est ainsi que nous avons mis une des mesures essentielles en œuvre qui a permis, pendant le mois de mars et d'avril, de contenir un peu le déficit. Et cette mesure principale, c'est l'accompagnement d'un certain nombre de grands consommateurs, 7 au total, qui ont accepté de manière citoyenne de s'effacer pendant les périodes difficiles, utiliser leurs propres moyens de production ou bien déplacer leur période de production pour libérer un peu l'énergie nécessaire pour permettre aux autres clients de pouvoir avoir l'énergie. C'est ainsi que pendant les 2 mois, on a pu contenir la demande. Mais malheureusement, comme vous savez, en 2017, il n'a pas bien plu. Ce qui fait que nos barrages n'ont pas reçu suffisamment d'eau. Et dès le 28 avril, nous avons été contraints d'arrêter les machines du barrage de Bagré par manque d'eau. Et le 5 mai, nous avons été contraints aussi d'arrêter les machines du barrage de Compiègne par manque d'eau. Et quand on sait que ces 2 barrages ont une puissance totale installée de 30 MW, cela entraîne nécessairement un approfondissement du déficit. Et c'est ce qui a fait que au début du mois de mai, on a remarqué que le déficit s'est accentué. Et par la suite, nous avons effectivement aussi enregistré 2 pannes sur la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. La première panne, c'était le 21 mai et la deuxième, le 24 mai. Et je dois dire que les équipes de dépannage se sont mobilisées très rapidement pour intervenir, pour pouvoir dépanner. C'est ce qui a fait qu'on a pu reprendre l'approvisionnement. Oui, et monsieur le directeur, est-ce que ce n'est pas un manque de vision? Sinon, comment comprendre que ces situations ne soient pas prévisibles? Bon, je ne suis pas de votre avis parce que nous avons une planification qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour satisfaire la demande jusqu'en 2030. Et le principal problème, c'est que pour mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir mettre ces projets en œuvre, nous avons des difficultés
pour pouvoir mobiliser les ressources. Comme vous le savez, entre 2011 et 2016, la Sonabel a traversé une période très difficile, cumulant des dizaines de milliards de déficits du fait que le tarif de l'électricité est fixé depuis 2006. Alors qu'on se rappelle qu'à l'époque, le baril, le pétrole qui est notre principal intrant pour produire l'électricité, à l'époque, le baril coûtait $50. Dans les années 2011, le baril coûtait près de $150. Donc le prix du combustible a triplé, alors que le coût de l'électricité est resté. Ce qui a entraîné un déficit parce que nous vendions à perte. Donc nous avions des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour investir. Nous avons perdu 5 ans. Pour rattraper ces 5 ans, ce n'est pas facile. Je dois dire que quand le gouvernement a pris fonction en 2016, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre d'équilibrer nos comptes et nous permettre de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation. Oui, et aujourd'hui avec ces délestages récurrents, est-ce que vous comprenez la colère des consommateurs? Oui, nous comprenons très bien parce que nous-mêmes nous sommes consommateurs. Et lorsque le courant se coupe, nous savons que le courant est coupé puisque nous suivons en temps réel ce qui se passe sur le réseau. Et nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons qu'il fait très chaud. Et ce n'est pas facile de supporter des coupures d'électricité. Mais il faut dire que autant ce n'est pas facile pour nous humains de supporter la chaleur, autant ce n'est pas facile pour les machines. Autant ce n'est pas facile pour les travailleurs qui sont sur le terrain, qui travaillent nuit et jour pour permettre d'obtenir même le peu d'électricité que nous avons qui ne nous donne pas satisfaction. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de vraiment demander la compréhension des consommateurs et de leur vraiment exprimer notre reconnaissance pour leur compréhension, de nous présenter nos excuses pour ces désagréments qui sont indépendants de notre volonté. Oui, mais qu'est-ce qui est prévu dans un court terme, peut-être à moyen terme? Je dois dire que le déficit que nous avons enregistré cette année est dû au fait que la ligne d'interconnexion avec le Ghana n'est pas arrivée à bonne date. La dernière mission qui est partie au Ghana a constaté que tous les équipements sont arrivés sur site et les montages sont en cours et nous pensons que d'ici juin, la ligne sera mise en service. Avec cette mise en service, nous allons dans un premier temps avoir 50 MW et par la suite 100 MW, ce qui va permettre de résorber ce qui manque. Par la suite, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de déroulement. Notamment, nous avons 50 MW thermiques qui est financé par la BIT, dont le processus est en cours pour être installé à la centrale de Kosodo. Nous avons un certain nombre de centrales solaires qui sont en cours. Notamment, il y a 20 MW à Koudougou, 10 MW à Kaya sur financement Banque mondiale. Nous avons 50 MW sur financement AFD et BAD. Nous avons 50 MW sur financement KfW. Nous avons un projet de 150 MW thermique qui est en cours pour le Ouaga Est. Donc nous avons un certain nombre de projets dont la ligne d'interconnexion Nigérian-Niger-Burkina qui doivent venir renforcer l'offre et permettre en tout cas de mieux servir les consommateurs de l'électricité. Oui, pour terminer, 45% du courant fourni au Burkina vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous envisagez une libéralisation du secteur? Bon, je pense que ça, c'est le politique qui donne les orientations. Nous sommes un acteur du système et nous travaillons avec les orientations que le politique donne. Et je dois dire que l'énergie fournie que nous recevons de la Côte d'Ivoire nous rend beaucoup service parce que c'est de l'énergie qui coûte moins cher. C'est vrai que quand la ligne a des difficultés, on le ressent. Mais on oublie parfois que plus de 98% du temps, la ligne est fonctionnelle et qu'elle nous permet d'avoir de l'énergie. Donc, c'est vrai que l'électricité a l'inconvénient
d'être un besoin constant, c'est-à-dire que lorsque il est absent, même pour une seconde, il est ressenti de façon très difficile. Mais je dois dire que on ne peut pas négliger l'apport de cette ligne. Et dans tous les cas, il faut se dire que les lignes d'interconnexion, c'est un peu comme les autoroutes de l'électricité. On ne peut pas imaginer qu'un pays comme le Burkina enclavé se développe sans route, sans chemin de fer, sans ligne d'interconnexion. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement, lorsque la ligne a des difficultés, qu'on puisse reprendre l'alimentation de l'électricité à l'interne. Et il y a tous les projets que j'ai cités rentrent dans ce cadre et devraient permettre, en tout cas à terme, d'améliorer la fourniture de l'électricité. Monsieur François Dessal-Ouedraogo, merci d'être venu nous donner tous ces éclairages à propos de ces délestages récurrents de la Sonabel ces derniers temps. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est à moi de vous dire merci pour... Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, les administrations fiscales ouest-africaines sont à Ouagadougou pour un atelier sur la préservation de l'assiette fiscale. Une rencontre destinée à promouvoir une meilleure compréhension des contours du concept des prix de transfert. Tout ce qui est dit dans un langage technique, mais on en sait un peu plus par Jean Zongo et Oumou Sissé. Les experts des administrations fiscales ouest-africaines se familiarisent avec les initiatives internationales pour la préservation de l'assiette fiscale prix des transferts. Ensemble, ils vont trouver les meilleurs moyens afin que les ressources financières des États de l'Afrique de l'Ouest puissent être préservées et conservées dans la région. Vous avez une multinationale qui est à l'extérieur du Burkina, sa filiale est au Burkina Faso. Il faut faire attention au prix qu'ils se facturent entre eux. Si on ne fait pas attention à ça, les entreprises vont surfacturer et on va diminuer, éroder donc les bases d'imposition dans notre pays et augmenter, on va dire, les bases d'imposition dans d'autres pays et souvent dans des pays à fiscalité faible. Et pour le cas du Burkina Faso, des mécanismes existent déjà contre les transferts indirects de bénéfices. Nous avons déjà adhéré à ce que nous appelons le Forum mondial pour les échanges d'informations à des fins fiscales. Nous avons adhéré au cadre inclusif de l'OCDE sur les BEPS, donc l'érosion des bases d'imposition et les transferts indirects de bénéfices. Pour Adama Badolo, les pratiques d'évitement fiscal des multinationales font perdre aux États des milliards de dollars chaque année. Et la maîtrise du prix des transferts s'avère donc importante pour les administrations fiscales ouest-africaines. Et puis le gouvernement burkinabé évalue son programme de modernisation de l'administration publique pour la période 2011-2020. Déjà, se dégagent des perspectives heureuses pour l'amélioration de l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique burkinabé. Des détails avec Kadissa Nouveau. D'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'administration pour une efficacité de l'action administrative a conduit le gouvernement à adopter le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration pour la période 2011-2020. Cette première session de l'année 2018 du comité de pilotage de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. Une opportunité pour les participants d'évaluer les actions de modernisation entreprises au cours de l'année antérieure, de les valider, ainsi que le programme de 2018. Le rapport est bâti autour d'un certain nombre d'indicateurs qui doivent permettre d'évaluer quel est l'impact de l'ensemble de ces activités sur la performance de l'administration. Récemment, au Conseil des ministres, on a adopté le guide d'élaboration des postes, de description des postes, puisque vous saviez que l'un des problèmes dans notre administration qui explique je dirais, la faible optimisation de nos effectifs, c'est que les agents sont recrutés sans qu'ils aient un poste des fiches de travail bien définies. Donc, par exemple, on est parvenu dans le processus de 2017 à l'adoption de ce guide descriptif des fiches de poste. Et je pense que ça va contribuer à améliorer les recrutements. Cette rencontre, qui est un cadre d'orientation
pour plus de résultats tangibles va permettre aux participants de faire des propositions d'orientation pour l'année 2019 du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration. De son côté, le ministre de la Jeunesse est à Zignaré pour discuter directement avec les jeunes de la région du plateau central, une occasion pour échanger sur leurs préoccupations. Bouma Ernest Nebié. À Zignaré, le ministre en charge de la jeunesse, Soumaïla Ouedraogo, explique les réformes qu'il a entreprises au sein de son département. Des réformes qui, selon lui, sont en cohérence avec les préoccupations actuelles des jeunes. Ces réformes touchent plusieurs structures, dont l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons décidé de faire une réforme de l'Agence nationale pour l'emploi, pour séparer la fonction d'intermédiation qui est celle qui est là, le rôle premier de l'ANP, de la formation professionnelle qui sera gérée dorénavant après cette réforme-là par l'Agence nationale de la formation professionnelle pour que les questions d'insertion-là puissent se faire normalement. Et le ministre de signifier aux participants les efforts déjà faits par le ministère en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Pour cette année, pour ce type de stage de pré-emploi, nous en avons 1000. C'est 1000 qui sont en train d'être recrutés et chacun aura 30 000 francs pour parler du carburant pour aller. Donc, au lieu du stage, avec la perspective qu'à l'issue du stage, il va acquérir d'autres compétences qui vont lui permettre donc, de pouvoir être compétitif donc, sur le monde de l'emploi. L'autre catégorie, les stages de pré-emploi. Le premier, c'est le stage d'initiation à l'emploi. Les stages de pré-emploi, c'est des gens qui ont fait des formations professionnelles, mais qui ne sont pas embauchés actuellement et qui ont besoin d'approfondir leurs compétences. À ce niveau, on a 500. Et 500, c'est ça? Et les 500, leur gratification va de 45 000 à 60 000 francs en fonction du type de diplôme. Celui qui a un master ne va pas avoir le même montant pour payer ses divisions au moment où il fait le stage. Et ça marche. Il y a des gens qui, par cette porte, sont rentrés dans les banques, sont rentrés dans les entreprises. Il invite les jeunes à être en phase avec les nouvelles méthodes de recherche d'emploi, des jeunes à qui il demande de changer leurs vieilles habitudes qui ne les honorent pas. Les états généraux de la jeunesse, il y en a qui étaient fâchés parce qu'ils venaient, ils disent que dans les temps machin, ils viennent, on leur donne de l'argent machin. Nous, on n'a pas d'argent pour donner. Moi, je ne paye pas un jeune pour qu'il vienne réfléchir par rapport à ses préoccupations. J'ai même à l'époque donné l'instruction. Si un jeune des provinces là, s'il pose la question s'il va être payé, barrer son nom. Vous cherchez un autre. Si vous posez simplement la question là, parce que celui-là, ce n'est pas ses problèmes qui le préoccupent, c'est autre chose. Il faut quitter dans ça. La rencontre prend fin avec la remise de matériel de travail à des jeunes qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. Des récompenses qui s'inscrivent dans le cadre du nouveau programme mis en œuvre par le ministère en charge de la jeunesse. Un programme dénommé Jeunesse en mouvement. Et puis les dépôts des dossiers des concours directs de la fonction publique burkinabé session 2018 ont commencé depuis le 28 mai à Bobo-Dioulasso. Malgré la plateforme d'inscription en ligne, c'est une grande affluence au niveau des différents guichets de réception. Certains candidats bravent même la nuit en vue de pouvoir déposer leur dossier. Moussa Sanou et Karim Irgoudo ont fait le tour de quelques centres ce mardi. Compte rendu. Concours direct de la fonction publique session de 2018. Depuis le début du dépôt des dossiers de candidature, les centres de réception ne désemplissent pas à Bobo-Dioulasso. C'est le cas ici à l'hôtel administratif, un centre qui accueille notamment le jury numéro 8, réservé à l'ENAREF cycle C. On est organisé un guichet. Alors nous, on a mis en place 6 guichets. Et avec les listes de collecte, parce que là ça va. Même si on est un peu coincé, ça va. Le seul problème qu'on a, c'est peut-être l'espace. Et vous savez, avec les candidats, c'est vraiment difficile d'obtenir l'ordre qu'on veut. Laurent Atiédi est candidat à plusieurs concours, notamment celui pour le recrutement des élèves secrétaires des affaires étrangères. L'étudiant de première année de droit de l'université Nazibouni de Bobo-Dioulasso a dû passer la nuit à l'hôtel administratif pour pouvoir déposer ses dossiers. Pour moi, de façon personnelle, c'était très difficile. Parce que depuis 3 ans, je suis ici. Et faire un rang
qui va commencer à 8 h, vous voyez que c'est vraiment difficile. Quand on essaie de voir un système à la ronde, comme le font les médecins à l'hôpital, voilà, ceux qui peuvent travailler peut-être de 22 h à une certaine heure, qui viennent travailler, puis d'autres prennent le relais, quoi. Autre lieu, même ambiance, nous sommes ici à l'ENEP de Bobo-Dioulasso, un autre centre de réception des dossiers des concours directs de la fonction publique. Oui, c'est pas facile, sincèrement, c'est pas trop facile. Quand ils disent que non, nous on est venus depuis hier à 18 h, j'ai dormi ici, j'ai un enfant que j'ai laissé à la maison. Maintenant, ils disent que faveur aux femmes qui ont les enfants. Bon, si toi, ton logement est très loin, tu vas amener un enfant dans la fraîcheur là. D'autres laissent, elles dorment très bien, elles se lèvent quand elles arrivent là. Quand même, il faut les laisser faire le rang un peu pour nous encourager. Quand elles viennent immédiatement seulement, elles foncent. Est-ce que ça c'est bon? Et pourtant, beaucoup d'innovations sont annoncées cette année par le ministère de la fonction publique pour faciliter les dépôts des dossiers de candidature, notamment les inscriptions en ligne. Vraiment, les plateformes, c'est une très bonne initiative, mais on a des difficultés à accéder. Même si tu as une bonne connexion, pour y accéder, c'est très compliqué. Avant, et hier nuit, j'ai pu accéder, en tout cas, j'ai déposé au moins 2 concours. Maintenant, ce matin, tu tentes d'accéder au site, on te dit que le site est fermé à distance. Donc, on ne comprend pas. Un rappel, cette année, 103 concours directs sont ouverts pour 6668 postes à pourvoir. Quant à la réception des dossiers, elle est prévue du 28 mai au 7 juin. Dans l'actualité ce soir, Ramadan et période de carême musulman. Il est difficile d'imaginer le Ramadan à Ouagadougou sans les fameuses galettes et la bouillie. Une période bénie pour les vendeuses de galettes. Les chiffres d'affaires sont à la hausse. Ramadan, une période qu'attendent avec impatience ces petits commerçants, constat dans quelques endroits de la capitale burkinabé avec Moumouni Soubega. La période du jeûne musulman, une période qui rime avec le changement du régime alimentaire, mais aussi des habitudes culinaires. Les aliments tels la bouillie, les galettes et bien d'autres fritures sont les plus prisés. Une période des vaches grasses pour les vendeuses et petits commerçants qui se frottent les mains. À une heure de la rupture du jeûne, nous sommes chez Guénéba Ouedraogo. Difficile de lui arracher des mots. Le temps, c'est de l'argent. Les clients affluent, il faut les satisfaire. C'est pas facile, oui. Puisqu'on fait dans 3 coins. Au dehors, et puis il y a un autre coin vers le Boulgouba. Ce mois de Ramadan est donc une occasion pour ces commerçantes de faire de bonnes affaires. Pendant le mois de carême, le marché est meilleur. Il n'y a pas trop de bénéfices car le prix du mil a augmenté. Mais on ne se plaint pas trop. On est là tous les jours, seulement pour le mois de Ramadan là. Bon, il y a plus d'affluence. On augmente la quantité 2 fois, voire 3 fois plus. Alors que certains clients sont des habitués du coin, d'autres sont des acheteurs d'un mois, celui du Ramadan. Nous sommes là pour acheter les galettes. Bon, en tout cas, je suis un peu un client fidèle d'ici. Chaque fois, on vient acheter, c'est pas pendant les carèmes seulement. La bouillie, c'est mon beau-père qui me commande tout le temps d'acheter pour lui. En plus, mes enfants aussi aiment la bouillie, aiment sa bouillie. Le commerce de galettes et de bouillie est une importante source de revenus pour ces vendeuses. Une activité qu'elles mènent depuis plusieurs années. J'aide ma femme pour vendre. Voilà, chaque année, on soit ensemble ici. On va en famille. Je laisse mon travail, il vient, il aide. Et après ça, maintenant, je reprends mon boulot. Nous vendons des galettes de riz et de mil. Le mois de carême est plus fructueux pour nous. C'est un vieux métier pour nous, car notre maman est vendeuse. Elle pratique ce métier il y a 40 ans. Autant le mois de Ramadan est un mois béni pour les musulmans, autant il est pour ces vendeuses qui chaque année l'attendent avec impatience. Et puis éradiquer le paludisme hors d'Afrique, un projet en a fait sa priorité, le projet Target Malaria porté par l'IRSS, l'Institut de recherche et de sciences en santé, en partenariat avec le Centre Muraz de Bobo-Dioulasso, a été présenté ce vendredi aux journalistes de Bobo. Sur place à Bobo, le témoignage de Amadou Lougué. Dans ces cages du laboratoire, des milliers de moustiques retenus pour les besoins de la recherche sur le paludisme. Mais l'objectif justement pour nous, c'est de prendre
je dirais, les nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place, telles que la biotechnologie, et de pouvoir faire une transformation génétique utile au niveau de ces moustiques-là, et de pouvoir à terme un jour utiliser ces moustiques sur le terrain pour réduire les cas de paludisme que nous rencontrons. Donc c'est une étude qui est vraiment extrêmement longue, on passe par plusieurs étapes, et Target Malaria est très consciencieux, et donc nous prenons en compte toutes les questions de risque en fait, que les gens nous posent au fur et à mesure que nous sortons. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est que c'est une étude en fait qui est réglementée. Chaque minute, un enfant meurt en Afrique des suites de complications du paludisme selon l'OMS. Ce projet innovant, Target Malaria, porté par le Centre Muraz et l'Institut de recherche en sciences de la santé, est persuadé qu'il va gagner la bataille contre cette maladie. Et moi je dis en fait que le paludisme, aujourd'hui, en réalité, en fait, ce n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Il y a de nouvelles technologies qui se mettent en place. Ayons le courage de prendre ces technologies, de travailler dans la responsabilité consciente, en toute transparence. Et une fois que ces technologies se développent, je me dis en fait que dans les années à venir, je ne peux pas vous dire quand précisément, mais l'espoir c'est que nous puissions mettre le paludisme derrière nous. Le projet de recherche Target Malaria est présent au Burkina Faso depuis 2012. 2 autres pays africains travaillent également sur ce programme. Il s'agit du Mali et de l'Ouganda. Et à l'étranger, à l'invitation de la France, les différents responsables politiques libyens réunis mardi à l'Élysée se sont engagés à organiser des élections législatives et présidentielles le 10 décembre prochain. Un pari ambitieux. Un scrutin digne de foi et pacifique. Les responsables libyens réunis à Paris par Emmanuel Macron se sont mis d'accord. Ils promettent de travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent avant la fin de l'année en Libye. La présence des principaux leaders politiques ici est déjà en soi un point positif. Tout le monde a accepté d'une manière ou d'une autre la tenue d'élections législatives et présidentielles le 10 décembre prochain. 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est divisée en deux. À l'ouest, un gouvernement d'union nationale est reconnu par l'ONU, tandis qu'un gouvernement parallèle s'est imposé à l'est. C'est la première fois que sous ce format-là, l'ensemble de ces dirigeants, dont certains ne se reconnaissent pas mutuellement, se sont réunis, ont accepté de travailler ensemble et ont ensemble, vous l'avez vu, approuvé une déclaration commune. Certaines milices djihadistes risquent de s'opposer à la tenue de ces élections. 12 personnes ont été tuées dans un attentat du groupe État islamique contre le siège de la commission électorale le 2 mai à Tripoli. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse. La revue de presse des quotidiens de ce mardi est signée Evelyne Dabiré. 12 dossiers ont été examinés par le Conseil supérieur de la magistrature au cours de cette session. À l'issue des délibérations, 5 magistrats ont été mis hors de cause et les 7 autres ont été coupés de sanctions allant du blâme à la révocation, informe le pays. Raison évoquée, manquement à l'éthique et à la déontologie du corps de la magistrature, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, qui explique que depuis lors, le Conseil supérieur de la magistrature a maille à partir avec plusieurs de ses juges épinglés. Ces juges sanctionnés évoquent le caractère partial et sélectif de la commission qui s'apparente à un règlement de compte. Toute chose qui a émaillé ce procès selon les plaignants, poursuit ce journal. Et même s'ils ont la possibilité d'exercer leur droit de recours, reprend le pays, ce acte est hautement pédagogique, estime ce journal, qui pense que lorsqu'un membre est gangréné, il faut avoir le courage de l'amputer. Et c'est ce courage qu'a eu le Conseil supérieur de la magistrature et que salue le pays en ces termes, chapeau bas au Conseil supérieur de la magistrature. Actualité hors du Burkina, c'est l'acte héroïque du jeune Malien Mamadou Gassama qui défraye la chronique. Ce Malien d'une vingtaine d'années, immigrant clandestin à Paris, a escaladé à main nue et sans protection aucune un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide au 4e étage, explique l'observateur Palga. Il aurait pu assister à la scène en tant que simple spectateur, comme certains l'ont fait, analyse le pays. Ou encore, fait de notre temps, sortir son iPad, filmer et balancer la scène sur les réseaux sociaux avec des commentaires saugrenus, poursuit Sidoya. Mais son sang africain plein d'humanisme l'a poussé à être sensible aux cris de détresse du garçonnet, affirme le pays. Et par ce acte de sauvetage, Gassama, surnommé l'homme araignée du 18e arrondissement, a été reçu à l'Élysée par Macron. Il s'est tapé non seulement des papiers, mais aussi il est devenu français et s'est même trouvé du boulot en intégrant le corps des sapeurs-pompiers, raconte Sidoya.
Un acte qui a honoré tout le Mali, selon le président malien, qui l'a joint au téléphone, précise aujourd'hui au Faso, qui rappelle dans ses colonnes cet autre acte d'un autre Malien, Diallo Batili, qui a sauvé des vies lors de l'attaque terroriste de l'Hyper-Cacher en 2015 à Paris. C'est tout pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 22h30 avec Ruth Biniwatara. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.